Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Marie Cunier et je suis ravie de vous recevoir dans le podcast Learn and Enjoy. Dans chaque épisode, je vous propose d'analyser les usages et technologies du digital learning qui permettent de créer une expérience apprenant engageante et efficace. Avec des experts et professionnels du monde de la formation et de l'éducation, nous décoderons ensemble les bonnes pratiques qui marchent et les outils et méthodes qui permettent de transformer l'expérience d'apprentissage pour créer un effet waouh auprès des apprenants. Laissez-vous inspirer ? Bonjour à tous! Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Florent Terrasse de My Serious Game. My Serious Game est une agence de digital learning qui réalise des parcours de formation sur mesure comme des serious games, des simulations 3D ou des applications mobiles par exemple. Les serious games, ou jeux sérieux, offrent de nombreuses possibilités pour l'apprentissage. Ils permettent de capter l'attention des apprenants, de susciter davantage leur intérêt pour finalement obtenir une meilleure rétention de l'information. Ils séduisent de plus en plus. J'ai donc eu envie d'en savoir plus sur les possibilités qu'offrent les serious games, et c'est pour cela que j'ai invité Florent. Bonjour Florent et bienvenue. Bonjour Anne-Marie, ravi. Et bien de même, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Et donc ensemble, on va échanger sur ce qu'apportent les serious games dans la formation. Vaste sujet, avec plaisir. Voilà, et pour commencer, donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quel est ton parcours et peut-être nous dire quelques mots sur My Serious Game aussi ? Bien sûr, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Florent Terrasse, je suis directeur pédagogique chez My Serious Game et en charge du management des talents, c'est-à-dire une fonction RH. Ça s'articule au quotidien, donc mon quotidien c'est très clairement en fait d'écouter le client, c'est vraiment une de mes grosses spécificités, et puis de l'accompagner en fait dans la phase ingénierie, conception et développement de solutions digitales sur mesure. Ça c'est le métier de My Serious Game. Je fais aussi de l'accompagnement à l'intégration des compétences de My Serious Game au cœur des structures en cas de besoin, et donc concernant les politiques et les stratégies de formation, les dispositifs de formation et l'ingénierie pédagogique. Donc, est-ce que tu peux nous donner ta définition d'un serious game pour commencer ? Alors, la définition du serious game, j'aime beaucoup cette question et elle est très pertinente parce qu'on a un périmètre qui est quand même assez élastique. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup parler de la gamification et là, pour le coup, je serais plutôt en opposition et en distinction de ce qu'on appelle la gamification et de ce qu'est un serious game. Un serious game, disons que pour être très clair, c'est une intention sérieuse. Ça, tout part de là et tout part de l'intention. Ça a vraiment beaucoup d'importance dans ce qu'on va aborder à suivre, c'est-à-dire tout le processus de conception. Donc une combinaison d'une intention sérieuse avec par contre des mécaniques et des manières de faire qui sont plutôt inspirées du jeu. Et quand je dis jeu, c'est sans restriction. Ça peut être du jeu de plateau, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être même des petits jeux que moi j'appelle des fois même traditionnellement des petits jeux apéro, peu importe, dans la mesure où il y a une mécanique ludique. Oui, mais donc tu peux aussi intégrer la gamification. Tout à fait. Je distingue en fait le serious game de la gamification, en ce sens que le serious game est un objet pédagogique en soi, avec un référentiel en gros et des critères, ce que je viens effectivement de te donner, là où la gamification est plutôt un moyen qui va agir, voilà, on agit sur le flow en fait, les leviers motivationnels, et on va pouvoir appliquer des principes et des techniques de gamification sur d'autres objets pédagogiques que peuvent être par exemple le e-learning. D'accord. Et donc, est-ce qu'il existe différentes typologies de serious game ? On en a plusieurs, effectivement, il y a plusieurs typologies. Serious game, alors je viens de le dire sur définition effectivement un peu élastique, mais aussi objet pédagogique à tiroir. Ce qui fait qu'en fait, cette intention, la fameuse intention sérieuse dont je parle combinée à des mécaniques ludiques, va en fait se décliner en fonction des filigranes. C'est-à-dire qu'on peut trouver des serious games à promotion, à visée de promotion, donc publicitaire par exemple. On va appeler ça des advert games. On va avoir des serious games pour l'enseignement, c'est-à-dire pour la pratique éducative. On va appeler ça éventuellement des edu-games. On peut avoir des serious games qui traitent de dimensions un peu business, auquel cas on va parler de business game, etc., etc., etc. C'est presque, j'aurais tendance à dire, sans fin. D'accord, donc ça s'adapte à tous les secteurs d'activité, on va dire. Potentiellement, je ne vois pas de restriction, en effet, dans la mesure où on combine cette intention et où on la stabilise, et où le contenu s'y prête. Et donc, si on parle formation, donc à quelle situation d'apprentissage, selon toi, un serious game est-il le plus adapté ? Quels vont être aussi les bénéfices que le serious game va apporter à une formation ?
Alors en effet, c'est une question très pertinente et on part souvent d'ici parce qu'il y a en fait une forme d'éducation de nos commanditaires. Alors éducation au sens bien évidemment positif du terme, mais ils nous sollicitent et on fait souvent en fait des rappels un petit peu définitionnels pour être certain de partir sur la bonne méthodologie. Les situations d'apprentissage auxquelles effectivement le serious game peut se prêter sont aussi très larges. On va plutôt partir de ce que permet le serious game et ce qui rentre dans la définition du serious game. Un serious game, on l'a dit, il applique des mécaniques de jeu et en ce sens, il y a une nécessité d'être un peu dans, je dirais, le terrain de jeu du jeu. Pardon pour cette répétition. C'est-à-dire que dans un jeu, ce qu'on va attendre, c'est plusieurs choses. C'est d'avoir effectivement une forme de pouvoir et d'incertitude. C'est-à-dire qu'il y a une démarche actionnelle. On est sur quelque chose en général qui n'est pas totalement linéaire. Il faut générer effectivement des incertitudes. Il faut générer aussi une espèce de projection de l'action dans ses impacts, dans ses répercussions. Et donc là, en ce sens-là, je pourrais dire, alors c'est quelque chose à prendre avec prudence parce que bien évidemment les situations s'analysent de manière un petit peu plus précise, mais sur un grand principe, si toutefois on n'avait que des informations à communiquer et qu'on était uniquement en réception effectivement de contenu, j'aurais tendance à dire que le serious game pourrait, comment je dirais, être considéré comme de la surqualité. Le serious game, en fait, il correspond à un budget, il correspond à des développements, et pour le coup, si on a cette intention d'être purement transmissif, sans forcément retour, sans forcément saisissement de ces informations pour aller les travailler, pour aller les combiner, j'aurais tendance à dire qu'il y a peu de pertinence. Donc plutôt quelque chose dans lequel on va miser sur une démarche actionnelle de l'apprenant. Donc dès qu'on va être sur des logiques de procédure, de manipulation, combinaison de l'information, donner de la connaissance pour tracer des lignes, définir des procédures, définir des situations, être confronté à des situations, échanger avec les autres sur des logiques soit de compétition, soit de collaboration, là ça peut s'y prêter effectivement complètement. Oui, donc tout ce qui tourne autour de la mise en pratique. C'est exactement ça. On va plutôt être sur la logique de mise en pratique. On peut retrouver aussi de la pertinence sur des logiques d'argumentation. Alors, moi, j'utilise beaucoup la taxonomie de Bloom en ce sens que elle est pratique. Alors, c'est comme tout type de matrice. Il faut, voilà, s'en saisir, mais de temps en temps pouvoir s'en émanciper. On n'est pas sur du prêt-à-penser. On est sur quelque chose qui nous guide, qui nous oriente. Et si on prend cette fameuse taxonomie, on pourrait se dire qu'à compter du niveau 3, donc de la mise en application, ça peut devenir effectivement très pertinent. En dessous, à mon sens, de mon point de vue, c'est à questionner. Ça ne veut pas dire que c'est excluant, mais il faut voilà, vraiment avoir une attention particulière pour être certain que ça s'y prête. Ah oui, c'est vraiment intéressant de faire ce parallèle avec la taxonomie de Bloom. Et par rapport donc à cet aspect jeu, est-ce que tu penses que le serious game peut plaire à tout type d'apprenant, qu'il soit jeune, qu'il soit plus âgé, ou est-ce que c'est plus spécifique pour un type d'apprenant? Alors, j'aurais tendance à dire que ça dépend. Et ça dépend pas effectivement de l'apprenant en soi. C'est-à-dire que tout le monde est confronté à la logique du jeu et aux mécaniques ludiques. Si je retiens par exemple spécifiquement le principe de tâtonnement, d'exploration et d'essai-erreur, tout le monde y est confronté. Si je prends un exemple, si je fais une analogie, quand on commence à marcher, on tombe. Le fait de tomber, c'est une réception de feedback qui n'est pas orale, qui est pour le coup situationnelle. Et donc, on est habitué à ce type de logique. Le ça dépend va pour le coup se décliner en ça dépend de la structure qui va le demander et ça dépend du commanditaire. C'est-à-dire que de manière générale, avec le digital learning, on combine d'ores et déjà au cœur de chaque objet pédagogique plusieurs intentions et on peut retrouver des intentions de communication, de marque employeur, de vitrine d'une entreprise. Et donc pour le coup, si les codes de l'entreprise ont une dimension très très sérieuse, par exemple, on peut avoir un commanditaire qui peut être, pour le coup, en prudence, à utiliser des dynamiques ludiques pour les apprentissages. Donc ça peut dépendre de ça. Ça peut dépendre, pour le coup, aussi du dosage de la gamification et du coup des techniques de construction du serious game. Et là, pour le coup, il faut une analyse très pertinente de notre cible ou de nos cibles apprenantes. J'aurais même tendance à dire de la cartographie des parties prenantes intégrant ce fameux commanditaire pour qu'on puisse se dire, eh bien voilà, j'ai tel type de cible apprenante. Nous, on va la qualifier de persona. On peut créer un persona ou des personae qui vont pour le coup, donner des caractéristiques qui vont être très stéréotypées.
Et alors, sans discrimination d'âge, bien évidemment, parce qu'on a des objets qui se prêtent pour le coup à une tranche d'âge très ouverte, la fameuse formule de Tintin, qui est pour des lecteurs de 7 à 77 ans. Mais de temps en temps, on va faire appel à des codes spécifiques, des codes générationnels. Et si je prends un exemple là à l'heure actuelle, on traite et on réalise un serious game pour une tranche d'âge, allez, aux alentours de 15 à 30 ans. On va user de pas mal de techniques, et notamment des techniques de réminiscence, des techniques de souvenirs. Il faut qu'on puisse capitaliser sur des souvenirs qui vont générer un écho à cette tranche d'âge. Et donc là, pour le coup, en fonction des techniques de gamification, donc les principes, alors pas uniquement de badge et de récompense, hein, pas du tout, mais de game design, de level design, de personnages intégrant l'histoire et de narration, il faut qu'on soit totalement aligné avec notre cible et ses caractéristiques complètes. Oui, et je pense que dans les personas, il faut que tu intègres aussi le profil des joueurs de tes apprenants, le profil que l'on obtient en faisant le test de Bartle. Eh ben c'est exactement ça. Tu m'offres effectivement une transition. On croise plusieurs choses au niveau des serious games. Alors, on a une conception qui s'est affinée au fil de l'eau. Nous, on a des game designers professionnels. Ça fait 8 ans que My Serious Game existe. Et donc, nos game designers sont arrivés avec leur bagage effectivement académique et leurs habitudes de conception. Ces habitudes de conception sont venues s'affiner au gré de l'expérience pour arriver à être à l'aise avec une méthode qui reflète aussi une forme de spécificité de My Serious Game. Et on se nourrit aussi d'éléments de connaissance. Tu cites effectivement la typologie de Bartle, qui identifie plusieurs profils de joueurs, et en l'occurrence effectivement 4. On trouve donc dans la typologie de Bartle, et je pense que voilà, ça peut être intéressant d'aller faire des petites recherches biblio éventuellement, mais on a les tueurs, les accomplisseurs, les explorateurs, les socialisateurs. La traduction est pas incroyable, c'est mieux effectivement en anglais. Donc on se sert de cette matrice-là, qui n'est pas, encore une fois, comme la taxonomie de Bloom, un prêt-à-penser, mais des éléments, pour le coup, qui viennent affiner nos pratiques. On se sert aussi d'une deuxième matrice, qui est ce qu'on appelle la matrice de Yukaishu. C'est un framework qui spécifie en fait sur un octogone 8, alors ils appellent ça des core drivers, c'est-à-dire des moteurs, voilà, des moteurs de motivation humaine, et qui viennent préciser sur ce cadre des grandes consignes, des grandes orientations. Encore une fois, c'est un outil d'affinage qui nous sert à positionner le serious game construit sur ce framework et donc d'apprécier un petit peu s'il répond au maximum de critères. On le fait donc régulièrement au fil de la conception et jusqu'à la fin pour s'assurer qu'on est toujours dans le cadre. Ah, vraiment très intéressant. Et donc justement maintenant, si on rentre dans l'aspect concret, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment se passe la création d'un serious game à partir du moment où vous avez la demande du client? Quels sont les différents acteurs qui vont intervenir sur ce projet? Parce que j'imagine qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs en effet. Alors, je vais prendre en fait deux types de conception et deux types de situations auxquelles on peut être confronté. La première situation, c'est la situation classique. Notre commanditaire sait ce qu'il veut, il a un budget qui correspond et qui est aligné à ce qu'il veut, et on peut partir sur une conduite de projet, disons, à peu près classique. Il nous sollicite, donc par le biais du téléphone, par le biais d'une rencontre, et on a une phase qu'on appelle une phase de recueil de besoins. Ce recueil de besoins, il est essentiel parce qu'il passe au crible un ensemble de critères. Des critères qui correspondent à la situation du commanditaire et la situation de sa commande. Dans quel contexte s'inscrit sa commande? Quelle est la culture de l'organisation? Et on passe au crible vraiment les marqueurs de l'organisation pour qu'on puisse du coup rendre ce serious game combinant le plus d'intentions possible. On parlait des intentions de communication la dernière fois, des intentions éventuellement de vitrine ou de marque employeur. C'est très intéressant parce qu'on parle beaucoup du sens en entreprise. C'est un moyen de effectivement générer du sens que de créer des échos avec l'organisation. Et donc, cette première, je dirais, thématique va être questionnée. Ensuite, on va questionner bien évidemment le contexte de déploiement, à quelle problématique en fait correspond la demande de Serious Game, quelle est la problématique à traiter, à régler. Et on va passer au crible ensuite, la cible apprenante. On en a parlé aussi. Ça, ce sont les trois premières composantes qu'on va analyser. Et dans le principe de ce recueil de besoins, on ne se contente pas uniquement de recevoir le besoin. On vient le questionner parce que dans la formation, on le sait bien, ce qui importe le plus, ce ne sont pas tant les besoins exprimés que les besoins éventuellement cachés ou les besoins non encore identifiés. Ça, c'est une première partie.
Ensuite, on va passer au crible, ce que moi j'appelle les 4 cadres de contraintes qui sont propres à chaque solution digitale, là pour le coup. Et ces 4 cadres de contraintes peuvent s'appliquer à d'autres objets que le Serious Game. Ça fait l'objet d'une certification. My Serious Game est certifié à FAC et donc ça s'inscrit dedans. Le cadre formation, et auquel cas on va mailler et définir les objectifs de formation et les objectifs sur la taxonomie complète. On va partir des objectifs stratégiques et on va descendre jusqu'aux objectifs spécifiques en maillant vraiment l'intégralité des objectifs pour qu'ils se répondent et qu'il y ait une cohérence qui parte in fine de l'apprenant vers la structure. C'est la structure qui commande effectivement et qui a un besoin. Ensuite, ce cadre formation va être, comment je dirais, précisé. On va questionner les intentions, on va questionner les mécaniques, on va questionner les habitudes, on va questionner l'éthique de l'évaluation aussi, parce que des fois, c'est particulier. Et le principe d'avoir un game over, qui paraît très simple, très classique au cœur d'un serious game par exemple, et qui est un emprunt au jeu vidéo, peut être mal vécu au cœur effectivement d'une organisation, et une organisation à être un peu sensible sur le principe du game over. On va passer effectivement au CRIPS aussi. Ensuite, sur le cadre post-cadre formation, on va questionner le cadre technologique. Est-ce que l'ensemble des intentions qui ont été formulées peuvent trouver une réponse technologique? Et donc là, l'ensemble des questionnements du cadre technologique vont concerner en fait les devices, c'est-à-dire les supports sur lesquels vont être diffusés le Serious Game, le mobile, la tablette, l'ordinateur. Est-ce qu'il y a une connexion Internet ou pas? Il peut arriver des fois, on n'a pas de connexion Internet, donc nous, il faut qu'on prévoie des principes de latence et de remontée de données régulières avec cette contrainte-là. Et on va jusqu'à où va être déposé le Serious Game, sur un LMS, pas sur un LMS. On questionne ceci. Ensuite, on a le cadre qu'on appelle le cadre artistique. Et le cadre artistique, il prend, allez, 3 grands domaines de compétences. Le premier domaine de compétences, c'est ce qu'on appelle communément le graphisme, 2D ou 3D, c'est-à-dire l'habillage, en fait, et l'ambiance graphique de l'intégralité du Serious Game. Ça, on va questionner en fonction des habitudes, en fonction des codes. Est-ce qu'il existe une charte graphique aussi au cœur de l'organisation qu'on va sonder? Et il nous faut ces informations-là pour être alignés. On parle d'alignement pédagogique, c'est essentiel d'avoir aussi un alignement stratégique, mais aussi un alignement communicationnel et graphique. Deuxième domaine de compétence, c'est la compétence effectivement de game design. Et donc, sur le Serious Game, on va avoir des logiques de game design. La plupart des préconisations de game design, c'est nous qui les poussons. Ceci étant, on questionne notre client sur ses habitudes. En termes effectivement de narration, est-ce qu'il a l'habitude des principes de storytelling? Quel storytelling il souhaite? Est-ce qu'il souhaite plutôt un storytelling dit réaliste, propre effectivement et collé à ses organisations, à une réalité? Ou alors est-ce qu'il est ouvert à du totalement disruptif? Et s'il est ouvert à du totalement disruptif, du fantastique, eh bien le fantastique a un spectre qui est très large. Est-ce qu'il aime effectivement, et là je vais citer 2 grands exemples en grand écart qu'on avait proposé à un moment donné à un client, du néo-rétro, inspiration effectivement années 80, années 90, ou est-ce qu'il veut du steampunk? On est là pour le coup dans un univers fantastique, mais qui dessine plusieurs orientations qui peuvent être complètement différentes, et donc impacter le principe graphique et l'ambiance générale, mais aussi la narration. Enfin, troisième élément, c'est l'UI UX design, c'est-à-dire que le principe d'un jeu, c'est que ce soit rapidement saisissable. Et si on a une intention de serious game, mais qu'il faut une demi-heure pour planter le décor, une autre demi-heure pour expliquer les règles, on a loupé notre pari. Et donc, il faut en fait que l'expérience apprenant, incluant effectivement aussi le design des interfaces et la fluidité au cœur du jeu, soit aussi très alignée avec l'objet qu'on a choisi, c'est-à-dire le serious game d'inspiration jeu. Dernier cadre de contrainte qui va être apprécié, c'est le cadre organisationnel, parce que la conception d'un serious game est une gestion de projet à part entière. Et donc, on va questionner les 3 grands types de ressources propres à chaque gestion de projet, les 3 ressources à disposition, que sont les ressources temporelles, les ressources humaines, les ressources budgétaires. Tout ceci sur la phase amont, ce qui fait que la phase amont, elle correspond grosso modo à 50% du temps passé, et donc du budget, sur une conception d'objet digital. On prend le temps et on suit ainsi l'adage de projet à moitié préparé, projet à moitié achevé. Voilà, on est un peu dans cette logique-là. On consacre beaucoup de temps à l'ingénierie, à la conception, ce qui fait qu'après, une fois qu'on s'est mis d'accord, ça file effectivement tout seul au niveau du développement. Et on a un certain nombre de documents qui jalonnent ceci, le synopsis,
le Game Design Document, qui est la Bible intégrant l'intégralité des mécaniques de jeu, des comportements attendus, des cartes et des niveaux, et les storyboards, qui constituent en fait le bon à tirer avant le développement. Oui, donc c'est vraiment très très intéressant tout ce que tu viens de nous dire. On voit là vraiment l'importance de toute la partie préparation du serious game avant de rentrer en production, qui est énorme. Hein. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais justement, si on rentre dans la partie production, la partie vraiment conception pure, est-ce que vous avez des règles de conception à respecter? Et surtout, une question qui me vient, c'est où est-ce que vous allez trouver l'inspiration pour tous ces serious games? Alors, sur les règles effectivement de conception à respecter, ce sont vraiment en fait les documents jalons, c'est-à-dire le synopsis, le game design document et le ou les storyboards qui déterminent en fait ces règles de conception. L'idée en fait, c'est de pouvoir répondre à l'intégralité des questionnements qu'on a recueillis dans la fameuse phase de recueil de besoins et puis que j'ai passé au crible, que tout ceci en fait, sur la base d'une base brute qui devient raffinée, devienne de plus en plus raffinée. Quand on commence au niveau du synopsis, c'est une base brute issue du recueil de besoins. Ce synopsis va raffiner ces éléments sur une première version de précision. Et au fur et à mesure, on va aller de plus en plus précis sur un principe de stratégie entonnoir. Ce qui fait que les storyboards qui seront issus de tout ce travail détermineront vraiment le bon à tirer parce qu'ils correspondront peu ou prou à l'expérience utilisateur qui va être réelle lorsqu'elle sera complètement développée. Comment on trouve les idées après? Alors, on trouve les idées de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a, nous, en interne, un certain nombre de collaborateurs et on organise des brainstorming. Nous, ingénieurs formation, ingénieurs pédagogiques, comment je pourrais dire, sur la base des objectifs, sur la base du contenu, nous faisons déjà des préconisations. Et donc, on dessine déjà des éléments de storytelling qui s'y prêtent. En fonction de la situation, on fait appel au code, bien évidemment, donc générationnel, comme je disais tout à l'heure, et puis aux grandes histoires. Typiquement, moi, j'ai coutume de dire à mon équipe qu'il y a une histoire, effectivement, et il n'y a pas 50 histoires. Et que des fois, des histoires très modernes sont en fait des adaptations d'histoires plus anciennes. Je leur ai cité, par exemple, voilà, 2 exemples récents. On avait un client qui nous demandait quelque chose d'inspiration Stranger Things. Stranger Things, c'est une série à l'heure actuelle diffusée sur Netflix qui a énormément de succès, qui emprunte des codes qu'on appelle des codes néo-rétro, et c'est grosso modo voilà une petite bande d'amis qui combattent quelque chose, voilà, et donc une quête faite d'amitié et d'aventure. Et donc, il fallait trouver quelque chose qui ressemble à Stranger Things, mais qui ne soit pas Stranger Things. Et donc, en fait, mes ingénieurs pédagogiques gamberger, et je leur ai dit, mais décarapacez effectivement l'histoire, essayez de descendre sur le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire une bande d'amis, une aventure, et on s'est aperçu en fait que ça faisait référence à plein de choses. Typiquement, si on fait un bond de 20 ans en arrière, allez, de 10 ans en arrière même, je commence à 10 ans, on peut trouver la nouvelle de Stephen King qui s'appelle Ça, C''A, qui parle de l'histoire du clown. On est typiquement dans quelque chose qui, en termes d'histoire, de schéma narratif, correspond complètement à Stranger Things. Je refais 10 ans, un bond encore 10 ans en avant, voire 20 ans. Je trouve des logiques de Super 8, d'E.T., c'est-à-dire tous les Spielberg des années effectivement 80-90. Je fais encore un pas en avant, je trouve les Goonies. Je fais encore un pas effectivement en avant, je trouve le Club des 5. Et donc en soi, voilà, on trouve effectivement toujours cette même logique. Deuxième exemple, Avatar. Avatar, gros succès effectivement, il y a un 2 qui arrive prochainement. Je pense que cette tendance va revenir. Si je reviens et je fais un très 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 grand bond en avant, c'est l'histoire de Pocahontas. Et donc en fait, on fait très attention à décarapacer les tendances et les schémas narratifs pour venir à un plus petit dénominateur commun et de trouver des références qui sont des références pour le coup intergénérationnelles et qui vont nous aider aussi à faire passer certaines fois ces messages et ces storytelling auprès des clients. Typiquement, un client, imaginons un DRH, je dresse un persona stéréotypé, hein. Un DRH, 55 ans, je ne vais pas lui parler de Stranger Things. Il aura peut-être effectivement la connaissance de par ses enfants, des connaissances, mais c'est pas un code qui va lui parler. Si je lui parle de Spielberg, par contre, potentiellement, ça va créer un écho chez lui. Et éventuellement, de parler du Club des 5. Voilà. Ça nous aide, pour le coup, à expliquer que le message et la structure narrative doit être au service, à un moment donné, du message, mais qu'elle ne correspond pas forcément à une tendance très générationnelle. C'est un schéma narratif.
Ah bah moi, tu vois, je suis un petit peu plus jeune que ton persona là que tu viens de décrire, mais je regarde Stranger Things. Je suis fan. C'est pour ça que je parlais vraiment d'approche stéréotypée, parce que complètement, et je te rejoins, il n'y a pas forcément de catégorie d'âge en fonction d'un certain nombre de choses. Et ça illustre très bien ce que tu racontes, c'est-à-dire que le schéma narratif crée des échos chez toi. Oui, oui, oui. E.T. crée des échos, le Club des 5 crée des échos, Stranger Things crée des échos. Tout à fait. Voilà, on organise en fait des sessions brainstorming et on se nourrit de tout. Moi, j'ai coutume de dire, parce qu'il y a certaines fois des complexes sur les panthéons culturels de tout à chacun, ce sont des sujets sensibles, surtout en France, très clairement. Et moi, je leur dis dès le démarrage qu'il n'y a pas de petite culture ou de grande culture. Tout est culturel en soi. L'essentiel, c'est de pouvoir vraiment aligner ce message. Et donc, on se sert de tout, de la culture, effectivement, donc du monde littéraire, des séries, des publicités, vraiment de tout ce qui peut, effectivement, amener du ludique et participer à la construction de ce serious game. Et est-ce que tu peux, pour illustrer, donc nous donner quelques cas clients comme ça rapidement, quelques jeux un petit peu projets, quelques projets emblématiques de votre agence? Bien sûr. Alors, je pense spontanément à deux. Je pense à un là sur lequel on est en train de travailler à l'heure actuelle. J'ai fait quelques petits clins d'œil tout au long de ce podcast. C'est la fameuse ambiance néo-rétro et Stranger Things. Typiquement, on a reçu une demande du réseau des écoles de la deuxième chance. Les écoles de la deuxième chance nous ont sollicité pour un jeu à visée pédagogique, donc on rentre là dans le edu game. Et ce serious game est adressé aux jeunes qui intègrent les écoles de la deuxième chance, qu'on pourrait appeler des NEETs. Voilà, c'est difficile et moi j'aime pas trop ces catégorisations, mais ça parlera peut-être à nos auditeurs. Ce sont les jeunes qui sortent chaque année du système scolaire et qui sont sans emploi, sans qualification, avec des difficultés d'insertion. C'est à destination de ce public. Donc voilà pour la cible. Et le référentiel, c'est-à-dire les éléments effectivement que nous on doit utiliser pour cet edu-game, c'est le référentiel de compétences des savoirs de base qu'ils ont construit, qui est l'inspiration effectivement du référentiel des compétences de base de l'Europe et qu'ils ont adapté. Voilà le challenge effectivement dont on a dû se saisir. Et donc en fait, c'est incarné dans un jeu vidéo à visée pédagogique. Ce jeu vidéo dure à peu près 10 heures en expérience apprenant et permet en fait à travers donc un fil narratif qui est inspiré de ces logiques-là, où on retrouve une bande d'amis, on retrouve une mise en abîme avec un personnage qui est travaillé en première personne, qui est incarné du coup par le joueur, qui intègre une de ces et qui découvre cette bande d'amis à l'issue voilà, d'un petit événement perturbateur et qui va vivre une aventure à travers en fait une découverte des métiers. Il va aborder l'intégralité de ses compétences et apprendre aussi à travailler en collectif. Donc ça, c'est un premier exemple. On va retrouver un principe d'aventure, on va retrouver des principes de navigation libre, on a créé une ville avec des quartiers, avec des ambiances, on a créé des personnages, et l'un des enjeux des serious games notamment, c'est d'utiliser le jeu et de développer la psychologie des personnages. Typiquement, on parlait de la bande d'amis, que ce soit Stranger Things ou le Club des 5. Ce qui est intéressant dans l'aventure de ces deux types d'histoires, c'est que les personnages sont développés en termes de psychologie. L'un ne vaut pas l'autre. Si nous, on ne s'appliquait pas ces codes-là, par exemple dans le serious game, on aurait en fait une bande d'amis qui serait un peu neutre et qui ne générerait pas pour le coup de l'intérêt. Là, on se sert de cette bande d'amis, de leur personnalité, pour renverser en fait comment je pourrais dire, la relation dialectique. Vu qu'on est en première personne en tant que joueur, je ne peux pas parler, je ne peux pas faire parler le joueur. Ce serait complètement artificiel. Et donc en fait, l'ensemble des éléments de guidance, l'ensemble des apports formatifs sont apportés par la bande d'amis directement. Et donc je me sers en fait du développement de leur psychologie, de leur typicité de caractère pour faire passer tantôt les feedbacks, tantôt les informations effectivement intéressantes et tantôt les éléments de guidance en fonction de leur personnalité pour créer une vraie aventure. Voilà le premier exemple. Le deuxième exemple sur lequel on a été sollicité, c'est comment je dirais une joint-venture donc entre Michelin et Adobe, qui est une petite structure. Ils avaient un enjeu. Ils ont développé, alors il y a quelques années maintenant, une technologie particulière. On entend souvent parler de l'imprimante 3D. Voilà. Il y a l'imprimante 3D avec les petits fils plastiques qu'on peut maintenant acheter presque tout seul. Et puis on a des procédés industriels qui s'appellent de la fabrication additive.
Il y avait un enjeu d'acculturation, de promotion de cette technologie-là auprès à la fois du grand public, mais de leur public d'ingénieurs aussi chez Michelin. Et donc, on a créé en fait un serious game qui vient faire la promotion, qui vient apporter des informations, qui vient détailler les procédés de fabrication additive. Et donc, c'est un jeu vidéo qui, pour le coup, est d'un style totalement différent parce qu'on a utilisé là où pour le jeu pour les E2C, on a utilisé le néo-rétro et plutôt de la 2D. Là, on a fait vraiment de la 3D totale et on suit effectivement dans un univers futuriste un buddy, donc c'est-à-dire c'est un pote, voilà, un pote virtuel qui sert souvent effectivement à apporter des éléments de guidance. Et c'est à travers donc iADOS, voilà, c'est le petit robot qui nous accompagne dans ce jeu vidéo chez Adobe. C'est lui qui nous guide à travers l'aventure et qui nous permet de découvrir ce procédé. Jeu vidéo qui dure 3 heures et qui est d'une qualité pour le coup très 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 proche du jeu vidéo qu'on trouve traditionnellement. C'était aussi un souhait de l'entreprise Michelin que d'en faire un vaisseau amiral et un objet vitrine. Et si on parle budget maintenant, est-ce que tu peux nous dire à peu près quelles sont les fourchettes pour un serious game? Parce que on imagine qu'un serious game, comme tu viens de le décrire là pour Michelin, donc où tu dis que c'est comme un vrai jeu vidéo de 3 heures, j'imagine qu'il y a énormément d'heures de travail derrière, donc c'est un budget conséquent. Est-ce que tu penses que même avec un petit budget, on peut déjà avoir un serious game ou que cela nécessite forcément des budgets importants? Alors, je pense que c'est faisable effectivement sur la base d'un petit budget, si toutefois, en fait, on combine 2 choses. C'est-à-dire qu'on est très au clair sur, alors, ses intentions. Nous, on a l'habitude et on peut trouver pour le coup, des mécaniques qui se prêtent à un budget potentiellement étroit. On va faire des arbitrages forcément à un moment donné et donc on peut des fois conseiller, eh bien le serious game va être trop cher parce qu'il va nécessiter du développement, vraiment du full développement et pas l'utilisation et le recours à un outil auteur. Il va nécessiter à un moment donné beaucoup de graphisme et on peut dire écoutez, sur la base de votre budget, de votre intention, on va plutôt vous conseiller un format qui n'est pas un serious game, qui va être un e-learning, dans lequel nous, on va apporter effectivement notre touche de gamification. Ça peut être une des réponses. La deuxième des réponses possibles, ça peut être de dire que sur le serious game, ce qui va coûter, c'est l'expérience apprenant. Parce que nous, et tu l'as très bien dit, ce sont en fait les postes mobilisés et les équipes mobilisées sur le sujet qui vont constituer en fait le budget, très clairement. Et donc, en fonction des corps de métier, des corps d'état mobilisés sur le serious game, eh bien, on va avoir pour le coup un prix qui va augmenter et en fonction aussi de l'expérience apprenant. C'est aussi sur ça qu'on se base, nous, pour quantifier. J'aurais tendance à dire que, allez, sur une fourchette un peu large, entre 50 000 et 100 000, on peut arriver à faire quelque chose qui va approcher le serious game dans un premier temps et sur une dimension un peu contrainte. Si je parle plutôt des exemples comme ceux effectivement que j'ai pu citer, on va être sur des budgets qui vont être honnêtement plus conséquents et on va être là plutôt sur une fourchette entre 250 et 350 000 euros. Très bien, merci. Comme ça nous donne une idée. Tout à fait. Et il y a la possibilité, j'en parlais tout à l'heure sur la conduite de projet, nous on accompagne aussi pour le coup à ce qu'on appelle des dimensionnements. On fait des AMOA et donc on a des structures. Là, les 2 structures dont je parle ont bénéficié de cet accompagnement-là en amont. C'est-à-dire qu'on a des structures des fois qui nous disent bah, j'aimerais un serious game. Bien évidemment, j'arrive avec un budget et je sais à peu près, donc j'arrive avec, je vous dis une bêtise, 150 000. Pour 150 000, dans un format serious game et sur la base de mes intentions, qu'est-ce qui est possible? Et nous, sans anticiper sur la phase d'ingénierie, sur la phase d'écriture, sans en fait déterminer comment on va jouer au foot, on va déterminer les bornes du terrain. Et donc pouvoir dire à l'entreprise, sur la base d'une analyse et d'une prestation, une prestation qu'on vend aux alentours de 5 000 euros, qui des fois en plus, en facilitation, peut être intégrée dans le budget global si toutefois on fait affaire. On vient dire, bien voilà, nous, ce serious game, sur la base de vos intentions, des mécaniques souhaitées et de tout ça, il va coûter 200 000. Et 200 000, ce ne sera pas un coût de 199 000 pour nous, ni un coût effectivement de 201 pour eux. Il y aura une transparence et on s'accordera sur ce budget de 200 000 qui ne bougera pas en fonction de la conduite de projet sur la base du référentiel qu'on aura déterminé ensemble. Très bien, merci Florent. Bah écoute, on va arriver à la fin de cet épisode vraiment passionnant que j'ai adoré vraiment, j'ai appris des choses. Et en dernière question, donc je voulais te demander, donc en conclusion, à ton avis, donc quel est
pour toi la place des serious games dans la galaxie des tendances actuelles, donc dans le digital learning, donc par rapport à la réalité virtuelle ou au métaverse par exemple? Mhm. Alors, c'est une question effectivement un peu large, mais sur laquelle je peux avoir quelques éléments de réponse. On trouve effectivement beaucoup de tendances. La galaxie du digital learning et le principe effectivement des headtech et des startups sont effectivement beaucoup dans les tendances parce que, mais ce n'est pas un phénomène propre aux startups, c'est, je dirais, le monde actuel depuis les années 90 et, comment je dirais, habitué à des logiques de marketing, des logiques de communication. L'enjeu aujourd'hui n'est pas de se dire on enlève le marketing, on enlève la communication. Pas du tout. L'enjeu aujourd'hui, c'est l'esprit critique. Et c'est de se dire, comme quotidiennement dans la vie, quand on se balade et quand on fait nos courses chez Auchan, Carrefour, Intermarché, je vais en citer 3, on a l'habitude de voir les pots de yaourt et les têtes de gondole et on a un regard critique. On ne se fait pas avoir sur la valeur marchande, on apprend à voir au travers. Il faut qu'on arrive à voir au travers aussi de l'ensemble de ces objets pédagogiques. Je reviendrai donc à la définition, en fait, et je ferai la boucle en disant que si on a la combinaison de l'intention sérieuse des mécaniques de jeu, le serious game a sa place aujourd'hui très clairement dans la galaxie du digital learning, de par sa capacité à être tiroir et à intégrer beaucoup de possibilités. Si on parle du métaverse aujourd'hui, moi je sais que c'est un grand débat, êtes-vous pour, êtes-vous contre? Je ne suis pas contre, je ne suis pas pour non plus, je mettrai des nuances, et je dirais qu'en fait, dans tout type d'objet pédagogique, il est important d'avoir un esprit critique, d'être au clair sur l'intention et surtout de viser l'intention pour optimiser au maximum l'objet pédagogique qui a ses codes et ses règles, et surtout d'apprendre à distinguer ce qui relève de l'expérience et ce qui relève de la consolidation en termes de connaissances et de compétences, qui est différent et ce qui suppose pour le coup une phase de, alors on appelle ça réflexivité ou de métacognition, c'est-à-dire de décomposition de l'expérience vécue. Le métaverse n'est pas exempt de ça, la réalité virtuelle n'est pas exempte de ça, et donc attention, si j'ai un conseil, esprit critique et décomposer et décorréler la phase expérience de la phase effectivement montée en compétence. Très bien, merci. Eh bien, Avec plaisir. écoute, donc comme d'habitude, donc je mettrai dans les notes de l'épisode donc ton contact LinkedIn, si nos auditeurs souhaitent te contacter. Je mettrai également le lien donc du site My Serious Game. Et Merci beaucoup. j'indiquerai également le lien donc du podcast de My Serious Game qui s'appelle Digital Learning Makers, donc où il y a régulièrement donc des études de cas qui sont racontées, le making of, je dirais, donc des serious games que vous créez. Voilà. Exactement. Voilà. Donc écoute, merci beaucoup Florent, j'ai été ravie d'échanger avec toi. Plaisir partagé, Anne-Marie. Et puis je te dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast, la meilleure façon, c'est de me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou un petit commentaire. Pensez aussi à vous abonner pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Et pour rester en contact ou me proposer un thème que vous souhaitez que j'aborde, vous pouvez me rejoindre sur LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Anne-Marie Cuinier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.